tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps maintenant, c'est l'effet Fishbowl Effect. Alors en gros, pour vous la résumer, on rentre directement dans le vif du sujet, on parle pas du fait que je suis très mal coiffé et que mon t-shirt est froissé. Gardez ça pour vous. Ce thème de vidéo, bon déjà c'est que je vais vous raconter une histoire. Alors je l'ai déjà fait avec La gloire de mon père, le roman de Marcel Pagnol, que je n'ai pas fini, que je finirai sûrement un jour. Mais aujourd'hui je voulais vous raconter une petite histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais petit et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai retrouvé. J'ai cherché pendant longtemps, j'ai demandé à ChatGPT, que j'ai résumé ce dont je me rappelais. Et il m'a retrouvé l'histoire, donc je voulais vous la raconter. J'espère que ça va pas être trop long ou trop court. J'ai du mal à me situer parce qu'en fait, là j'ai le genre de PDF sous les yeux, mais j'arrive pas à savoir si ça va durer 10, une demi-heure, 5 minutes, donc c'est assez compliqué. Bref, donc là on va allier le fait que je vais vous raconter une histoire avec l'effet Fishbowl Effect. Je vais plutôt vous faire un petit mime de ce que c'est. En gros je vous parle, je vous explique quel est le thème de la vidéo. Donc je l'enlève. Et là on peut reprendre la discussion. Voilà, c'est ça le Fishbowl Effect, c'est de ça qu'on parle. En gros c'est l'espèce d'inaudible qui vient pendant l'histoire, pendant que je parle au hasard. Voilà, c'est tout. J'espère que moi je sais que ça me déclenche beaucoup quand c'est inattendu. Donc voilà. Donc cette histoire que je vais vous raconter aussi, que je vais vous conter aujourd'hui, elle s'appelle L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle a été écrite, mais on m'avait raconté quand j'étais petit, donc elle doit dater, bon, plus que ça je suppose. Bref, on est parti. Allez, parce que je sais pas combien ça va durer, j'ai envie de vous la faire en une seule vidéo. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je vais peut-être rapprocher un tout petit peu. Voilà. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer avec son action pendant de longues années. Qui la dirige est une générosité sans exemple. Je vais pas faire le mime à chaque fois, je vais juste des fois parler en l'inaudible. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'au surplus elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a environ une quarantaine d'années, de longues courses sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau, au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Die, à l'ouest par les plaines du Comtat vénitien et les contreforts du Mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Alpes, le sud de la Drôme et une petite clave de Vaucluse. C'est au sud, l'histoire se passe au sud en gros, parce que je sais que vous entendez pas ce que je dis, c'est le principe, mais donc voilà. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur, et, après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoique en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il y avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture, rongées de vent et de pluie. La petite chapelle au clocher roulé était rangée comme le sont les maisons et les chapelles dans le village vivant. Mais toute vie avait disparu. Ça se passe dans les années 1910. Alors là il le dit pas, mais je crois que là au moment où il parle, où il décrit la scène, c'est en 1910. C'était un beau jour de juin, avec un grand soleil. Mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau, et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et, un peu plus
l'ambiance de cette histoire. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de près, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe et, comme après, je lui offrais ma blague à tabac. Il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche, et, au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5 dispersés loin les uns des autres sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon et du bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal, les familles serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver. Exaspèrent leur égoïsme en vase clos, l'ambition irraisonnée, si démesure, dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Je pense que vous avez bien compris la base, où est-ce que ça se passe. Bon là on a quand même déjà bien avancé dans l'histoire. Je vais vous faire un court résumé parce que des fois vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. En gros ça se passe en 1910 dans des espèces de villages en hauteur avec un climat très aride, même, enfin pas aride, climat violent dans lequel on ne peut pas trop s'installer. Et lui il part y camper, il n'avait plus d'eau, plus rien, il était vraiment dans la merde au moment où il croise un berger qui lui donne l'occasion de dormir chez lui. Un berger comme il dit, comme il le décrit, sûr de lui, bref tout ça. Et donc là il dort chez lui, et il décrit un petit peu les environs de ce qu'il sait. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leurs camions, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence surtout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le pente à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus, sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des fois des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Sympa l'ambiance dans cet endroit-là. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner un par un, l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe, je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits, ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos n'était pas absolument obligatoire, ne m'était pas
de l'âge de cet homme, il avait visiblement plus de 50 ans. 55 me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré de la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état des choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que, dans 30 ans, ces 10 000 chiennes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que, si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des hêtres, et il avait près de sa maison une pépinière issue de des faines. C'est des types d'arbres, les hêtres et les faines. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds. Me dit-il, une certaine humidité dormait quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y a eu la guerre de 14, donc c'était année 10, non du coup c'était 1913. L'année d'après, il y a eu la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À dire vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres et oublié. Tandis de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Donc il retournait après la guerre, il est retourné après la guerre à cet endroit-là. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'ai perçu dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort, il était même fort père. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis. Par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui ne mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole et, comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 km de long et 3 km dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée, et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignent. Les chênes étaient de rue et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il soupçonnait, avec juste raison, qu'il y avait de l'humidité, presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. J'ai du mal à respirer, j'espère que ça vous plaît. La création avait l'air, d'ailleurs, de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche très simple, mais en
raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils avaient mis sur le compte de malice naturelle de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer dans les villages et dans les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? J'adore. À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'un an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait que si Dieu même y pousse, je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait pendant un an planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres, qui réussissent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il exerçait dans sa solitude totale, si totale que, vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler, ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à 12 km de sa maison pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait 75 ans. Il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il avait un grand personnage des Hauts-de-Forêt, un député des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles, on décida de faire quelque chose et, heureusement, on ne fit rien. Sinon la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on y vienne y charbonner. Car il était impossible de ne pas être subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami, parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à 20 km de l'endroit où avait eu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté de nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert, le travail paisible et régulier de l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta: il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. C'est grâce à ce capitaine que, non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer 3 gardes forestiers pour cette protection et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient poser. L'œuvre ne courut aucun risque grave que pendant la guerre de 1939, les automobiles marchands, alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chênes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tous les réseaux routiers que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna, le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la
vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle avait été abondante et, ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir les 4 ans, déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait des traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu, on avait déblayé les ruines, abattu les pans des murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient mélangés mais alignés les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'est désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie. Mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais des petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913 s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, sont remises à couler. On a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris le goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec une douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à elles et à